bienvenue, chers élèves, aujourd'hui pour votre cours sur le Hobbit. Voilà, attendez, hop. J'ai fait ça comme ça, voilà. Ça, vous êtes entre vous. Il y a un petit Bilbo. Il y a l'analyse. Bonne peinture, François. Donc voilà, petit disclaimer avant de... voilà, j'ai pas fait j'ai fait ça sur un coup de tête. J'ai vraiment fait ça sur J'ai fait ça un peu sur un coup de tête. Voilà, donc ce ne sera pas une lecture, hein. C'est pas une lecture du tout du livre. Ça va vraiment être une analyse du livre. Donc, le premier chapitre du Hobbit, Une fête inattendue, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Baisser la musique. Je vais baisser la musique, voilà. Et ce que je vais faire, c'est peut-être mettre de la musique Seigneur des Anneaux, en vrai, genre en lofi dans le fond. Ce serait vachement plus intelligent de faire ça, vu ce qu'on va parler. Voilà. Je sais pas si on va attendre. Voilà, c'est faux. Un coup de tête qui va être intéressant dans tous les cas. Mais j'espère. Donc, voilà, pas impossible que pendant la présentation, je fasse... je dise par exemple Bessac et puis que je dise Saquet. Pour Bilbo, que je dise Bilbon, que je dise le comté ou la comté, etc. Donc ne m'en veuillez pas de jongler entre les traductions. Voilà, déjà ça c'est sûr et certain. Voilà, déjà ça je préviens. Dans la mesure du possible, donc comme je vous dis, c'est pas une lecture, c'est vraiment une analyse. Voilà. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Oui, il y aura une rediffusion. Déjà, mes rediffusions sont sur Twitch gratuites. Et puis après, j'ai une chaîne de VOD sur YouTube. Donc, vous retrouverez la VOD sur YouTube, bien évidemment. Et coucou Vagri, comment vas-tu? Tu arrives pile au bon moment, j'ai pas encore commencé. Alors, chapitre 1, Une fête inattendue. Pour replacer plus ou moins ce qui se passe, pour que vous voyez le début du Hobbit, Tolkien donne une sorte de petite description des Hobbits, voilà ce que sont les Hobbits, etc. Bilbo, qui est-il? Comment vivent un petit peu les Hobbits sans rentrer trop comme dans le prologue du Seigneur des Anneaux, où là c'est vraiment mastoc. Là c'est quand même quelques paragraphes qui traitent un peu de Bilbo, de sa famille, etc. Puis Gandalf apparaît. Bilbo l'invite à prendre le thé le lendemain, et c'est pas Gandalf tout seul qui revient, mais Gandalf accompagné de 13 nains qui débarquent chez lui. Et s'ensuit donc voilà, la scène que vous connaissez sans doute dans la maison où Bilbo est un peu perturbé par l'arrivée de ces nains qui sont pas du tout prévus, d'où la fête inattendue. Et puis les nains qui commencent à expliquer pourquoi ils ont besoin d'un cambrioleur. Voilà. Et on arrive. Toujours le bordel quand Gandalf apparaît. Exactement, Axe. C'est vraiment ça. Donc voilà, ça se termine sur le fait que le chapitre termine au moment où Bilbo dort après la soirée, où il est en train de réfléchir. Il a tout ce qu'il a vécu dans la soirée avant de prendre la décision pour son aventure. Voilà, grosso modo, c'est ça le chapitre. C'est une petite explication de Bilbo, puis les nains qui débarquent. Enfin, d'abord, une explication de Bilbo, la re-rencontre, entre guillemets, Bilbo-Gandalf, et puis on a les nains qui arrivent, et les nains qui sont joyeux, mais en même temps qui te laissent sous-entendre qu'il y a un truc tragique qui va commencer à arriver. Alors, je pense que vous savez tous que la toute première phrase du Hobbit, c'est « Au fond d'un trou vivait un Hobbit ». C'est vraiment la phrase qui marque le début de l'histoire, mais à beaucoup plus d'un titre, puisque c'est pas le départ, juste le départ de l'origine du livre, enfin juste le départ du livre, mais aussi son origine, parce que Tolkien, dans une interview, a bien sûr
expliqué souvent cette anecdote de comment cette phrase unique est née. Il corrigeait des copies d'examen dans son bureau et il s'ennuyait en fait à les corriger. Et puis à un moment, il va trouver une feuille vide. Et ça, quel bonheur! On le voit dans l'interview avec ses petits yeux malicieux. Quel bonheur! Il est face à une feuille blanche. Et là, spontanément, il va griffonner cette phrase. Dans un trou vivait un hobbit. Et il ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est à partir de là que il a compris qu'il devait découvrir ce qu'étaient les hobbits. Voilà. On te remercie l'élève qui a rendu une copie blanche. Ah ouais, mais totalement. C'est grâce à lui qu'on a le hobbit. Voilà. Alors, même si les hobbits semblent assez nouveaux pour le public qui découvre et qui lit, mais en fait... La comté, ça ressemble plutôt à quelque chose de très confortable et familier pour le lecteur. Les hobbits sont un petit peu particuliers quand même, ils ont des particularités, ils sont petits, ils ont des pieds velus et principalement sans chaussures. Ils vivent dans des trous creusés dans le sol, mais en fait, il y a du confort dans ces maisons. On a du sol carrelé, des sols aussi avec de la moquette. Et en fait, tout lecteur de l'époque de Tolkien se serait senti comme une maison chez lui, en fait. Les hobbits, ils peuvent paraître étranges, mais tout de suite dans le livre, le narrateur nous assure qu'en fait, il n'y a pas tellement de magie chez les hobbits. Ce sont des gens simples qui aiment rire, manger, boire. En fait, le monde des hobbits, c'est très calme et simple. C'est du bien-être et comme je disais, du confort, tout simplement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On est bien et on est rassuré. Quand on commence à découvrir la famille de Bilbo, donc en tout cas la branche principale de laquelle il fait partie, c'est un Saquet ou Bessac. La famille Bessac, elle représente vraiment le hobbit noble parfait. Ils sont très respectables et respectés par tous les voisins. Et ils sont prévisibles, si vous voulez. La plupart des familles hobbits sont prévisibles. Et Jean de la Fleurette, merci beaucoup pour le follow. Et il n'y a rien qui ne permet, en tout cas chez les Bessac, d'imaginer qu'il pourrait être, que la famille pourrait partir à l'aventure. Il n'y avait jamais rien d'inattendu et on pouvait totalement deviner ce qu'un Saquet allait répondre sur n'importe quelle question sans prendre la peine de lui poser parce que c'était vraiment... Les Saquets sont censés être des êtres prévisibles. Et si vous voulez, c'est un monde vraiment tranquille et de paix, quoi. Et au milieu de tout ça, on a Bilbo Bessac qui est là, tranquillement, devant sa porte, sur son petit banc, à fumer sa pipe, en disant « y a rien qui presse, on a toute la journée devant nous ». Bref, quand on rencontre Bilbo, il est la respectabilité et le hobbit tout calme, quoi. Vous voyez, c'est vraiment un Bessac. C'est l'incarnation même du Bilbo Bessac. Et on a un élément perturbateur qui apparaît. Nous avons dans cette scène qui est super paisible, Gandalf qui apparaît. Et Gandalf, il est à l'opposé de Bilbo. Il est mystérieux, inquiétant, et ses origines et ses activités, c'est obscur. Non seulement Gandalf lui-même vit des aventures, mais il voyage pour les organiser. Et là, c'est encore au-dessus. C'est qu'il vit pas que des aventures, il organise des aventures. Et Bilbo, il a même entendu des rumeurs selon lesquelles Gandalf il serait responsable de tant de jeunes gens tranquilles qui sont partis pour faire de folles aventures. Bref, Gandalf... c'est aussi un conteur d'histoires. Il raconte des histoires merveilleuses lors de fêtes, sur plein de sujets étranges et insolites. Il parle de dragons, de gobelins, de géants. Bref, plein de choses qui font rêver. Et
Gandalf, c'est pas juste non plus un conteur d'histoire, c'est un créateur d'histoire. Et parce que là où il apparaît, souvent, les aventures le suivent. Les aventures, elles surgissent au taquet, comme ça, hop là. Et finalement, on ne devrait pas être surpris de découvrir que le livre du Hobbit s'avère être juste une histoire de plus qui commence quand Gandalf arrive. On est vraiment dans un moment où tout est tranquille. On a Bilbo sans histoire, un vrai bessac, et pouf, Gandalf arrive, et là, on sait que on sait que les emmerdes commencent, quoi. La rencontre de Bilbo et Gandalf, hein, dans la scène d'ouverture où vraiment Bilbo il est tranquillement sur son banc et Gandalf apparaît comme ça, c'est la confrontation de deux mondes. On a la vie confortable de Bilbo Bessac et le monde merveilleux, dangereux, rempli d'aventures dès que quand Gandalf surgit en fait. C'est l'invasion d'un monde aventureux dans la demeure paisible et bien ordonnée de Bilbo. Et ça, c'est l'action principale de ce premier chapitre. Voilà. Et il y a toujours des vieux dans vos histoires. Mais les vieux, c'est mystérieux. Et finalement, l'occasion justement de continuer cette rencontre, c'est un cadre qui est assez civilisé et sage. C'est un goûter. Voilà, un goûter, à prendre le thé. Voilà, pour Bilbo, c'est une fête inattendue, à bien des égards. D'abord, il ne savait pas qu'il organisait vraiment un goûter. Il avait complètement oublié l'invitation qu'il avait faite un peu hâtivement à Gandalf la veille. Et puis, surtout, il y a 13 nains qui débarquent. Bilbo, il aime les visiteurs, comme le dit le narrateur, mais qu'il aimait surtout les connaître avant leur arrivée. Et il préférait surtout les inviter lui-même. En fait, la fête, elle cesse rapidement d'être un goûter civilisé pour devenir quelque chose de bien différent et qui va profondément déranger Bilbo. Bilbo, il va passer de l'état d'une grande agitation à celui d'une perplexité absolue. Et puis finalement, il va être contraint d'affronter l'inévitable et le fait que une aventure des plus misérables s'est produite chez lui. 13 nains, vous imaginez ? 13 nains. Et finalement, cette invasion, parce que c'est clairement une invasion pour Bilbo, elle a des conséquences assez curieuses. Puisque c'est pas juste l'effondrement du monde prévisible et tout paisible de Bilbo qui se passe. On a une foule de nains non invités qui franchit le seuil de la maison. Ils dévorent tous les gâteaux et brisent la paix de la demeure confortable. Et c'est un chaos, mais quand même convivial. Et le monde de Bilbo, il s'en retrouve totalement bouleversé, transformé. Le calme de sa salle à manger devient finalement le lieu de sombres et solennel conseil de nain et du magicien, parce qu'on passe vraiment d'un truc où voilà, il est un peu exaspéré à quelque chose de solennel lorsque les nains vont commencer à discuter de leur mission, ce pourquoi ils sont là. On a un interlude qui est significatif dans la fête et qui illustre le changement. Si vous n'avez pas remarqué pendant tout ça, c'est les rondes fumées de Gandalf et de Thorin. Alors je vais sans doute osciller entre Thorin et Thorin pendant la présentation. Donc voilà, que je dis Thorin ou Thorin, c'est la même personne. Donc on rappelle quand même que Bilbo, quand il rencontre Gandalf, il était en train de fumer tranquillement. Il fumait ses petits, distraitement, des petits ronds de fumée comme ça, de détente, tranquillement. Et puis Bilbo a invité Gandalf à s'asseoir et à partager son tabac avec lui. Mais en fait, les ronds qu'on voit de fumée de Thorin et Gandalf, ils ont l'air magiques et quasiment un peu menaçants, comme ça. On a vraiment des ronds les ronds de fumée de Gandalf ont l'air plutôt prédateurs et traquent quasiment ceux de Thorin et les font éclater. Et en fait, l'aventure et la magie commencent déjà à s'immiscer dans la vie de Bilbo dans des aspects méga discrets et presque banals, ce qui rend l'atmosphère un petit peu étrange et merveilleuse. Et une fois de plus, Gandalf, c'est le créateur de l'histoire. C'est l'élément qui modifie
l'aventure que Bilbo a involontairement invitée chez lui, en fait. Euh, Tout ça fait que Bilbo finit par être transformé lui-même. Il y a plein de changements que va avoir Bilbo tout au long de l'aventure et on le voit bien. Mais c'est vraiment central, cette évolution de Bilbo, et on le voit déjà bien dans ce premier chapitre, avec, comme je vous disais, son côté Bessac qui est très fort là au début et qui va finalement laisser arriver quelque chose d'autre. Alors, Bilbo, c'est répété et c'est normal, l'incarnation d'un monde posé et prévisible. Bilbo, il incarne là le monde hobbit ordinaire de la plupart des familles de hobbits. Voilà. Lui et ses voisins, comme raconté dans le livre, ce sont des gens simples et tranquilles et qui n'ont que faire normalement des aventures. Il y a vraiment une sorte de rejet de l'aventure. C'est des choses désagréables, dérangeantes, inconfortables, et qui vous mettent en retard pour le dîner. Pour le dîner, c'est ça le pire. Et quand Gandalf suggère d'envoyer Bilbo à l'aventure, Bilbo, il a peur. Et finalement, le lendemain, quand Gandalf arrive, sa première réaction, c'est vraiment celle d'un bessac. C'est quand il entend Balin, Dwalin, Filikili discuter de gobelins, de dragons, il comprend pas, il voulait pas en fait, c'était trop pour lui. Et même lorsque sa maison est investie par ces 13 nains et les magiciens, Bilbo il tente encore d'essayer de rester dans ce cadre de monde paisible. Il s'assied au coin du feu, en essayant de faire comme si tout était parfaitement ordinaire et que rien ne constituait une aventure en fait. Bilbo s'efforce de rester ancré dans son petit monde, alors que celui-ci est en train d'être pris par une vague là d'aventure, incarnée par Gandalf et les nains. Mais, Bilbo, c'est pas n'importe quel hobbit. C'est vrai que c'est un bessac, mais... Il faut pas oublier en fait que Bilbo, c'est pas juste un bessac. Il y a une partie de la société hobbit qui n'est pas dans la norme de cette prévisibilité, de cette vie tranquille. C'est le clan des Took, dont les membres sont parfois connus pour justement partir à l'aventure. Et la famille peut tenter d'étouffer des incidents choquants, mais le fait demeure que les Took ne sont pas aussi respectables que les bessacs. Ils ne sont pas exclus de la société hobbit, parce qu'ils sont extrêmement riches. Les Took sont sans doute les plus riches d'ailleurs, alors que les bessacs sont assez aisés. Mais le narrateur prête quand même une splendeur surnaturelle aux Took, en répétant une rumeur selon laquelle l'un des ancêtres des Took a dû prendre une femme fée pour épouse. Donc voilà, il aurait épousé une fée. Alors, le terme fée chez Tolkien, ça renvoie parfois à des sortes d'esprits, mais c'est surtout aussi des elfes dans certains premiers textes. Donc vous pouvez imaginer que un hobbit a épousé une elfe, si vous le voulez. Et si vous imaginez ça voilà, c'est une légende, ça expliquerait notamment... ça pourrait être vrai, puisque les enfants d'Ilúvatar, les hommes arrivent à se reproduire avec des elfes, alors pourquoi pas, puisque les hobbits sont une racine, une branche de l'arbre des hommes, pourquoi pas. Bref, on nous dit que cette rumeur est quand même un peu absurde. On nous montre quand même qu'il y a quelque chose de magique et un peu étrange autour de la lignée familiale des Took. Et là... on se rend compte qu'on a les respectables bessacs et les incroyables et magiques Took, et que, en fait, Bilbo, il est le mélange des deux. Le père de Bilbo, Bessac, a épousé la célèbre Belladonna Took. Donc, Bilbo est très Bessac, puisqu'il porte le nom de famille, mais il a une moitié Took. Il a une moitié surnaturelle, presque. Et Bilbo, il ressemble et se comporte, et on nous le dit dans le livre, exactement comme une seconde version de son père, solide et aisé. Et nous l'avons vu d'abord défendre puis s'accrocher à un mode de vie tranquille, là. Vraiment le mode des sakés, des bessacs, là. Mais le narrateur de l'histoire, il essaye de nous pointer qu'en fait, Bilbo,
il y a un petit truc, hein. Il a hérité d'un petit côté étrange, là, du côté Touk, hein, et quelque chose qui n'attendait qu'une occasion pour se manifester. Et quelle occasion, les amis! Quelle occasion il a attendu pour se révéler au monde. On aperçoit le côté Touk de Bilbo, qui pointe le bout de son nez avant même l'arrivée des nains, parce que lorsqu'il apprend, quand Gandalf le découvre, là, quand il est tranquillement assis devant sa maison et que Gandalf vient vers lui, sa réaction première, c'est pas, il désapprouve pas totalement, mais plutôt un souvenir émerveillé. Il se souvient notamment des sortes de diamants magiques, c'est des boutons de manchette que Gandalf avait offert au grand-père de Bilbo, le vieux Touk. Et il se souvient d'histoires de Gandalf qu'il qualifie de contes merveilleux, quand même, alors qu'il s'agit de récits d'aventure. Et il semble chérir particulièrement le souvenir des feux d'artifice de Gandalf, qui s'élevaient comme des grands lys et qui restaient pendant toute la pénombre de la soirée. Et Bilbo, il s'avère qu'il n'est pas aussi prosaïque qu'il n'aimait le croire. La vie tranquille de Bilbo, celle donc d'un Bessac, est comme de la prose, c'est simple et pragmatique, alors que le monde de Gandalf et des nains, c'est plus de la poésie, emplie de merveilles, mais aussi de choses étranges et ensorcelées, comme des ronds de fumée. Donc Bilbo adhère peut-être au point de vue de la vie des Bessac, mais son héritage, qui vient des Touk, lui confère une petite tendance à une autre vie qui commence à poindre le bout de son nez, là. Celle de l'aventure, hein, la tendance qui se cache sous la surface lorsqu'il rencontre Gandalf. Ça n'est jamais parti bien loin. C'est pourquoi Bilbo commence à dire que la vie était autrefois plutôt intéressante lorsque Gandalf inventait des histoires et des aventures parmi les hobbits avant de réaliser ce qu'il dit et s'arrêter. Bilbo peut sembler totalement en fait engagé dans cette vie simple, mais il a un caractère beaucoup plus complexe que ce qu'il ne veut avouer. Et merci pour l'abonnement offert à Romestamo, merci beaucoup. Pipin, créateur de TikTok, exactement. Et coucou à tous ceux qui arrivent. Coucou Vince. Coucou tout le monde. Je vois pas tout le monde, mais coucou. Alors, on continue. Le côté Touk de Bilbo se manifeste en réponse à la poésie lorsque les nains chantent leurs chansons sur les trésors et leurs quêtes. Parce que dans le premier chapitre du Hobbit, il va y avoir la chanson de la vaisselle hein, qui vole, etc. Et puis vous avez vraiment la chanson des nains, pardon, la chanson des nains avec la vaisselle, et puis la chanson des nains que vous connaissez, hein, le Far Over Misty Mountains, hein, au-delà des montagnes embrumées. Vous avez cette chanson là qui est beaucoup plus dramatique. Hein. Voilà. Donc la musique des nains le transporte hors de sa propre expérience. Ça parle de plein de choses qu'il ne connaît pas. Et tandis que les nains jouent de leur instrument, avant même que la chanson ne commence, Bilbo est dit oublier tout le reste et fut emporté dans des contrées sombres, sous d'étranges lunes au-delà de l'eau et très loin de son trou de hobbit sous la colline. Il est transporté au pays des nains et la chanson l'amène même à partager le point de vue et l'expérience des nains. Et merci pour le follow, Choum, merci. Et tandis qu'il chante, Bilbo, il ressent l'amour des belles choses faites des mains d'hommes, de ruse et de magie, l'envahir, un amour féroce et jaloux, le désir du cœur des nains. Et en fait, Bilbo, il va être ému par la chanson, par la poésie des nains. Et il sort avec imagination, en fait, de son petit monde tranquille pour se plonger dans leur histoire pleine de magie. Et à cet instant précis, quelque chose de Touk va s'éveiller en lui. Et Bilbo découvre en fait qu'une part de lui aspire peut-être à l'aventure finalement. Voilà. Bilbo, c'est pas seulement un aventurier audacieux se cachant sous des dehors tout doux. C'est pas une sorte de Clark Kent Hobbit en quête d'une minuscule cabine téléphonique, quoi. Mais en fait, lorsqu'il est brièvement transporté par le chant des nains qui réveille son désir pour l'aventure, en fait, il souhaite aller voir les grandes montagnes, il souhaite entendre les pins, les cascades, explorer les grottes et porter une épée au lieu d'une canne. En fait, ça reste de l'aventure, mais
pour un hobbit, mais ça reste banal. C'est pas très intrépide, en fait. Et surtout, la référence à la canne, c'est... Le narrateur mentionne que Bilbo adore se promener et qu'il a accroché dans son couloir une grande carte de la campagne avec toutes ses promenades préférées à l'encre rouge. Donc en fait, son premier moment d'aventure, c'est l'envie de faire une longue et spectaculaire promenade. Voilà. Sans danger, sans les inconvénients d'une véritable aventure pleine de dangers. Il veut explorer des grottes, mais il ne pense pas aux gobelins et aux orques qui peuvent se cacher à l'intérieur. Il veut entendre le chant des pins, mais il oublie qu'il y a des cracheurs de feu dont les ailes font rougir les pins dans les champs des nains. Il s'imagine porter une épée, mais jamais il n'imagine qu'il va devoir s'en servir. En fait, les premiers pas de Bilbo dans un monde d'aventure, c'est des tout petits pas enfantins, en fait. Mais ça reste une petite aventure. Et si on remarque pas forcément la timidité du désir premier d'aventure de Bilbo, on a sa réaction qui nous le montre quand même. La simple pensée d'un danger le force à reculer. Quand son imagination elle est interrompue, en fait, il pense au dragon pillard, il frissonne d'un coup et il va s'éloigner brusquement et va essayer de faire partir ces pensées aventureuses qui le hantent. Et très vite, nous dit le narrateur, il redevient tout simplement Monsieur Bessac de cul-de-sac sous la colline. Et lorsque l'idée d'un danger mortel lui est imposée plus tard, c'est... Quand on mentionne que Thorin dit « ils ne reviendront peut-être jamais de leur quête », alors là, Bilbo, il perd le contrôle, quoi. Il hurle et il s'effondre au sol. C'est vraiment drama queen, au possible. Et l'éclat du feu d'artifice du bâton de Gandalf illuminant soudain la pièce pousse Bilbo à crier aveuglément, genre foudroyé par la foudre, quoi, à maintes reprises. Donc en gros, Gandalf, le créateur d'histoires magiques, il est en train de briser absolument le monde confortable de Bilbo comme un éclair. Il est foudroyé. Vraiment, foudroyé. Et finalement, la nature Took, qui était un peu latente de Bilbo, attisée par la musique et la poésie des nains, n'est peut-être pas finalement à la hauteur. Mais... vous savez bien sûr comment ça va se passer. Le véritable tournant, c'est lorsque Bilbo va embrasser son côté Took avec cette volonté, et non pas seulement avec cette petite imagination timide. En fait, il va y avoir Glóin, donc le père de Gimli, qui va le juger fortement. Mais le juger genre en mode... Genre, c'est un insecte, c'est une brindille, il est pas capable, Gandalf, pourquoi tu nous l'as foutu? Enfin, vraiment, mais... En fait, il dit vraiment, c'est un incapable. Non, c'est pas un nain qui est capable, c'est un incapable. Vous avez compris la blague? Romestamo, ça allait pour toi. Et en fait, là, en entendant que Glóin le juge presque... quand c'est presque insultant, en fait, là, Bilbo, il est en mode... Oh, mais c'est pas possible! Et en fait, là, son côté Took va sortir avec une force. Et en fait, là, il veut être considéré comme étant, genre, féroce et intrépide et prêt à affronter le danger. Et ça, c'était le dernier obstacle qu'il manquait pour que Bilbo puisse partir à l'aventure, en fait. Juste ça. Et il déclare qu'il est prêt à prendre part à l'aventure. Même si, voilà, ça implique peut-être une longue marche. C'est pas qu'une promenade, quoi. Et dites-vous que dans ce passage, il se dit prêt à marcher d'ici jusqu'à l'est de l'Est et combattre les hommes dragons sauvages du dernier désert. Les hommes dragons, c'est ce qui est utilisé pour les werewolves, donc les mange-terres. C'est ça l'unique référence aux mange-terres du Hobbit. Et ça, on pourra en parler à un autre moment, hein, des mange-terres, puisque j'ai fait une vidéo sur les échos d'Imladris, sur ce mensonge que sont les mange-terres. Mais voilà, c'est à ce moment-là, en fait, que Bilbo fait mention... en disant, mais je suis prêt, hein, dites-moi où je dois aller, hein. J'irai jusque les hommes dragons du dernier désert.
On pourrait imaginer que c'est une exagération poétique, mais en fait, là, il est vraiment décidé, quoi. Le fait qu'il considère toujours ce comme... En gros, Bilbo, il va imaginer que le fait de ne plus avoir son confort de maison, c'est un sacrifice majeur qui prouve qu'il est conscient, entre guillemets... voilà, il essaye de montrer qu'il a conscience que ça sera une aventure, mais en fait, il montre qu'il est quand même disposé à sacrifier son confort, quoi. Et c'est à ce moment-là que le narrateur va dire « Le clan des Took a gagné ». Voilà, le côté Took vient de gagner. Bilbo est prêt à lâcher son confort, à partir à l'aventure, montrer à quel point il est féroce, intrépide, qu'il sait faire face au danger, qu'il troque sa canne contre l'épée. Bref, c'est un tournant décisif. Mais Bilbo, il n'a pas subi de transformation soudaine et complète en Took non plus. Hein. Le narrateur souligne le fait que Bilbo va... son côté Bessac va le regretter. Va regretter cette décision. Voilà, mais il se sent quand même assez Took et donc déterminé pour poursuivre les choses. Il garde sa personnalité Bessac. Hein, ça ne part pas comme ça. Ça reste un hobbit qui aime son confort. Voilà. Avant d'entamer la discussion sur les plans et stratégies, il adopte une attitude plutôt professionnelle, en fait. Et insiste pour que toute l'histoire de l'or et du dragon lui soit parfaitement claire. Donc, Thorin va lui dire, un peu exaspéré, « T'as pas écouté la chanson ?» qui décrit quand même pas mal ce qu'il passe. Mais en fait, la chanson, elle raconte toute l'histoire et explique ce qu'il faut savoir sur la quête des nains, mais et Bilbo a quand même bien assimilé les choses, mais en fait ça ne suffit pas pour le saquer, pour le Bessac. Il veut en fait que tout soit expliqué en prose, de manière simple et claire, pour que ça complète, si vous voulez, la poésie, pour qu'il soit sûr de toute l'histoire. Donc en fait, ça c'est un élément central de l'aventure de Bilbo. Hein. C'est cette interaction entre son côté Took et son côté Bessac. C'est deux natures qui rendent Bilbo très complexe. Et Tolkien va pas nous simplifier... va pas nous simplifier les choses. C'est vraiment pas un côté qui est supérieur à l'autre, c'est vraiment les deux en cohésion et un qui prend le dessus sur l'autre, etc. Bref, c'est Bilbo, quoi. C'est Bilbo. Mi-ange, mi-démon, c'est ça. Bilbo, mi-ange, mi-démon. Bref. La décision de Bilbo de prendre le parti des Took, hein, de tourner la poignée de la porte et d'être volontaire finalement pour l'aventure, c'est à cause de Glóin justement. Hein. Glóin qui pense qu'il y a une erreur. Hein. Bilbo ne peut pas être le compagnon de conspiration que les nains recherchent en fait. Hein. Voilà, il a l'air si faible, il a des doutes, il ressemble plus à un épicier, un cambrioleur en fait. Et la remarque de Glóin, elle n'est pas forcément faite avec méchanceté. Elle est quand même maladroite et les circonstances rendent en fait l'exaspération de Glóin compréhensible aussi. Hein. Voilà. Bilbo, il a été présenté aux nains comme un expert. En fait, Gandalf, il leur a vendu Bilbo sur un plateau en disant oh, « J'ai votre expert cambrioleur, vous verrez, ça ramasse ». Et en fait, eux, ils voient un mec qui a pas l'air de faire le job, quoi. Donc Glóin, c'était pas spécialement méchant, mais on lui avait surcoté la marchandise, si vous voulez. Et finalement, Bilbo, il n'est pas invité comme ça au hasard par les nains, c'est parce qu'il a été vraiment mis comme un expert et qu'il cherche à l'embaucher. Il cherche un cambrioleur professionnel. Et donc c'est surprenant que finalement le recrutement des nains les conduise à cul-de-sac et finalement, ce recrutement, Bilbo, il semble vraiment s'en soucier en fait. Il a vraiment envie qu'on l'évalue comme un aventurier.
On pourrait imaginer qu'un Bessac respectable soit insulté d'une certaine façon si un groupe de nains étranges le prenait pour un voleur professionnel. Et au lieu de ça, en fait, de Bilbo, il veut se montrer digne de cette étiquette de cambrioleur. Là, c'est pas juste son désir d'aventure qui est challengé, mais son identité. C'est le fait qu'il soit un cambrioleur. Un peu escroc le Gandalf, totalement, hein. C'est Gandalf, donc, l'inventeur de l'histoire. Hein. Vous voyez, c'est vraiment Gandalf qui apporte l'aventure, qui initie tout ce processus. 1 ou 2 jours auparavant, Bilbo aurait pu croire savoir vraiment qui il était. Il était bien dans ses baskets, dans son petit confort, et là, Gandalf est arrivé, il a griffonné il a mis une étiquette sur Bilbo, comme quoi c'était un expert en chasse de trésors. Et on pourrait imaginer que c'est une farce, mais finalement, le fait que sortir de la conversation qu'il vient d'avoir en fait avec Bilbo et le décrire comme un cambrioleur qui veut un bon travail, beaucoup d'excitation et une récompense raisonnable, c'est pas spécialement absurde. En fait, l'idée que Bilbo recherche l'excitation et c'est ridicule qu'elle a mise énormément en fait Gandalf. Il rit longtemps mais doucement. Et finalement, même si Bilbo s'effondre de terreur devant les nains, Bilbo a vraiment envie d'être aussi féroce qu'un dragon en cas de besoin, même si c'est une exagération. Mais pourquoi est-ce que Gandalf peut prétendre que Bilbo est l'un des meilleurs quand en fait ils sont tous témoins de ça, les nains? Et on pourrait imaginer que Gandalf se moque de lui et que tout ça c'est une farce, mais en fait Gandalf est vraiment quand même sérieux. Il identifie bien Bilbo comme un cambrioleur. Et c'est pas une plaisanterie de mauvais goût. Il insiste avec véhémence, Bilbo, finalement. Et Gandalf aussi. Gandalf dit, si je dis qu'il est un cambrioleur, c'est un cambrioleur, ou il le sera le moment venu. Donc en fait, même si ça a l'air d'être une grosse farce, une supercherie, que Gandalf a survendu Bilbo, il y a quand même un côté, non, je suis sûre de ce que je raconte, je suis sûre et certain, je ne vous mens pas. Et c'est difficile à croire, autant pour les nains, et puis finalement un petit peu Bilbo, puis finalement, grâce à Glowin, ça prend le dessus. Mais Gandalf maintient fermement, malgré les objections. Il déclare que Bilbo est le cambrioleur choisi et sélectionné. Et c'est une phrase plutôt inquiétante, comme si en fait c'était pas juste Gandalf. C'est pas juste le simple choix de Gandalf. Il y a autre chose. En gros, Bilbo serait le cambrioleur du destin. D'une certaine façon. Vous avez la ref? Est-ce que c'est Eru Glúvatar caché derrière? Oh, coucou Iris! J'ai mis tes petits dragons, t'as vu? Tu viens le jour où j'ai mis tes petits dragons en émote? Ah, c'est trop cool! Je te fais des bisous, Iris. C'est ma sœur, voilà. C'est ma grande sœur, je suis trop contente. Voilà. Je continue. C'est encore un coup d'héros, mais voilà. Alors on a parlé longuement ici, hein, j'ai parlé longuement de Bilbo et voilà, de cette relation d'aventure, etc. Son côté Touk, son côté Bessac. On va parler un peu des nains. Et la manière dont les nains arrivent le mieux à se présenter, c'est via leur chant. Et cette chanson qui emporte Bilbo. Et Bilbo dit hein, qu'il perçoit le cœur des nains. Voilà, hop. Je sais pas si... Attendez. Je sais pas si... Voilà. Et je sais pas si ça... Voilà. Voilà, je pense que j'ai pu... Non mais il y a des gens qui mettent parfois des trucs un peu bizarres, voilà. Et coucou tout le monde. Et coucou Tom. Mais donc voilà, la première, donc pour les nains, ce qui nous met tout de suite dans l'histoire, c'est le poème des nains. Et donc si on veut connaître un petit peu mieux les nains, il faut qu'on regarde le poème. Donc je vais vous lire le poème des nains,
pour que vous l'ayez en tête, hein, voilà. Donc, par monts brumeux, cimes glacées, jusqu'aux cavernes du passé, pour trouver l'or avant l'aurore, il faut partir sans renoncer. Nombreux les sorts des nains d'antan, les coups de leurs marteaux sonnant, là où se terrent dans la pierre merveilles et monstres dormants. Pour seigneurs elfes et rois âgés, maints trésors ils ont façonnés, et la lumière ils capturèrent dans des joyaux sur leurs épées. Ils firent des colliers d'argent, des couronnes d'un feu brûlant. Ils imprégnèrent, marièrent l'éclat des astres jaunes et blancs. Par monts brumeux, cimes glacées, jusqu'aux cavernes du passé, partons alors avant l'aurore pour retrouver l'or enchanté. Dans leur vaste palais du nord résonnèrent des harpes d'or, et fort longtemps de nombreux chants jamais entendus au dehors. Les pins sifflaient sur le versant, dans la nuit gémissait le vent, le feu montait et rougeoyait, les arbres flambaient brusquement. Les cloches sonnaient dans le val, les hommes guettaient le teint pâle, et le dragon sur leur maison abattit son ire brutal. Le mont fumait au clair de lune, adieu trésor, adieu fortune. Dehors les nains cruels destins tombèrent dans le clair de lune. Par monts brumeux, cimes glacées, jusqu'aux cavernes désolées, la harpe et l'or avant l'aurore, il faut partir lui réclamer. Voilà, donc ça c'est le poème qu'on va utiliser. Donc si vous avez remarqué, on a une répétition de par monts brumeux, cimes glacées, jusqu'aux cavernes du passé, avec à chaque fois le mot qui change, hein. Il faut partir sans renoncer, puis pour retrouver l'or enchanté, puis il faut partir lui réclamer. Voilà. Donc en fait, on a l'éloignement de leur ancienne demeure souterraine, et en fait ils vont s'éloigner petit à petit jusqu'au moment où il y a urgence de partir, nous devons partir à l'aube. Et ils décrivent aussi dans le poème la motivation, que leur trésor magique est perdu à la recherche de l'or pâle et enchanté. Et en gros, juste le début, juste ça explique déjà très bien ce que font les nains. Et puis en fait, quand on continue le poème, on a la nature des nains. Le décor de la chanson, c'est assez sombre et menaçant, hein, une obscurité souterraine, des donjons profonds et des endroits où dorment des êtres sombres. Ils ne s'en vantent pas de la beauté en fait des lieux. Ce qui compte pour eux, c'est les trésors dans ces salles creuses qui résonnent au son des marteaux. Alors, bien que la demeure des nains, elle semble sombre et lugubre, hein, toutes leurs œuvres sont associées à la lumière, si vous faites attention. Ils captent la lumière et la mettent justement dans des joyaux sur leurs épées. Ils enfilent des sortes d'étoiles sur leurs colliers. Voilà, la lumière de la lune et du soleil, hein, des astres. Bref, les nains n'ont apparemment pas besoin du soleil dans leur salle profonde et obscure, parce que leur trésor étincelle. C'est un peu leur soleil et leur lune, qui est un peu aussi le centre de leur amour et de leur passion. Les nains, ça aime le travail des minéraux en général, et c'est très présent là. Et lorsque les nains répètent la première strophe, et ils modifient petit à petit en fait le but du voyage, hein. C'est donc chercher l'or pâle enchanté, et puis réclamer notre or, etc. pour finalement, avec le fait qu'ils doivent le récupérer. Et il y a quelque chose d'important, c'est qu'on a la présence de vraiment l'usage de pronoms possessifs, c'est vraiment le leur, quoi. C'est à eux, c'est leur identité, quoi. Dans le poème, on a aussi des louanges par rapport au travail des nains. On a les nains qui sculptaient des coupes pour eux-mêmes et qu'elles étaient conservées finalement là où personne ne va, d'une certaine façon. On entend parler des chants des nains et des harpes d'or. On nous dit que les chants sont, si vous voulez, les chants sont un peu inaudibles aux hommes et aux elfes, hein. Et finalement, on a un côté très secret des nains qui ressort dans le poème.
c'est très secret. Les nains sont très secrets, hein. Ça vous le savez sans doute, hein. Ils ont leur propre langue. Très peu de personnes extérieures savent parler le Kousdoul. Les nains ne disent jamais leur prénom, leur vrai prénom, parce que Gimli, Glóin, Thorin, ce sont des sortes de surnoms. C'est pas vraiment leur vrai nom. Leur vrai nom n'est jamais mentionné. Les nains c'est un peuple très 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 secret. Et là, on voit ce côté un peu secret des nains, et ce côté aussi très possessif, hein, qui est, caractéristique des nains, et encore plus des nains avec les anneaux de pouvoir. Ce côté de, c'est notre trésor qu'il faut aller récupérer. Et il continue en évoquant l'invasion du dragon, et la destruction du royaume, quoi. Et Smaug n'est pas mentionné, hein. C'est pas un personnage du poème, hein. C'est juste... ils décrivent en fait les conséquences de la venue de manière indirecte. Les arbres qui rougissent, hein, sous le souffle des ailes du dragon, qui flamboient comme les torches, etc. Les tours qui sont abattues. Mais en fait, c'est la colère du dragon, pas Smaug. C'est comme si le dragon n'avait même pas de personnalité dans les histoires, etc. quoi. On n'a pas d'image directe de Smaug qui rentre dans les salles de la montagne et qui tue tous les nains là-bas, hein. C'est plutôt les nains qui entendent le bruit du destin et s'enfuient de la salle. C'est vraiment central sur les nains. On parle pas du dragon et qui les tue, mais c'est les nains c'est les victimes qui sont mises au centre du poème. Et si vous voulez, c'est vraiment l'histoire de la chute du royaume d'Erebor, de la montagne solitaire, chantée par Thorin et ses amis, qui se concentrent sur les victimes et sur la destruction qu'il a provoquée. Et c'est ce qu'ils souhaitent en fait garder à l'esprit, les nains. Ils ne veulent pas faire de Smaug le personnage principal de leur histoire, même s'il est à l'origine d'un très grand malheur. On ne sait pas le nom d'origine des nains, on ne le sait pas. Mais Gimli, c'est un nom, dans la langue des hommes de Dale. Voilà. Mais ils en parlent quand même. Ils n'oublient pas quand même... Ils n'oublient pas la dernière strophe. Hein. Et finalement, ça souligne l'objectif principal. Hein, récupérer ce qui leur a été volé. On a vraiment une attitude sérieuse de la part des nains. Où on doit regagner et se venger du dragon qui l'a volé. Et cet amour des nains pour leur trésor, c'est quelque chose qui, comme on me disait, est possessif et très jaloux. Et c'est assez sombre dans le poème. Cet amour de l'or, ça commence dans des lieux un peu obscurs et profonds, hein, sombres à faire, etc. Et puis finalement, voilà. C'est après la fin de la musique, une fois qu'ils ont terminé leur poème, en fait... Ils se retrouvent tous assis dans le noir. La nuit, elle est tombée et le feu, il s'est éteint, en fait. Et lorsque Bilbo va chercher de la lumière, les nains lui disent « Nous aimons l'obscurité pour les sombres affaires. » Et Thorin et ses compagnons, ce sont un peu les gentils de l'histoire. Hein. Le peuple, il a été victime d'un truc atroce hein, qui les touche profondément pour des raisons totalement naturelles. Mais... il y a quelque chose de sombre et quand même troublant chez ces nains. Et c'est pas juste le fait qu'ils soient étrangers au monde d'un Bessac. C'est juste que toute leur histoire, là, a quelque chose de sombre et étrange. Bref, Bilbo, il a du mal, malgré le fait qu'il soit Touk, à s'identifier aux nains. Et... c'est fortement présent au moment où les nains ont terminé leur chant.
où Bilbo sort d'un de son bref enchantement il est perturbé par l'obscurité et son esprit arrive plus vraiment à discerner, quoi. Le narrateur dit qu'il avait moins de la moitié de l'envie d'aller chercher la lampe et plus de la moitié de l'envie de faire semblant et d'aller se cacher derrière les tonneaux de bière de la cave. Voilà, donc c'est une petite moitié de son esprit Took est désireuse de participer à cette aventure, etc. Et de cette étrange rencontre, en fait, de continuer à participer à tout ça. Et puis en fait, on a la partie Sake qui est encore là, encore une fois, est désireuse d'échapper, mais complètement aux visiteurs hein, qui sont étranges, bizarres, sombres et presque dans une ambiance lugubre chez lui. Mais, quand vous regardez, aucune des deux ne rentre, en fait, en symbiose avec le côté sombre des nains. Bilbo, il arrivera jamais vraiment à s'intégrer aux nains, à vivre, à comprendre et à avoir cette sorte d'obscurité que les nains vont tous avoir. Et ont tous... du fait de leur histoire. Alors là, on va parler un petit peu de plus le côté écriture et de Tolkien par rapport au Hobbit. Donc là, on est vraiment à comment Tolkien a introduit son histoire. Hein, c'est le premier chapitre et on va prendre un petit peu de recul pour voir ce que Tolkien a voulu faire ici dans ce premier chapitre. Donc, Tolkien, il est face à un défi artistique d'écrire une œuvre de fantasy, courant fantasy qui n'est pas du tout dominant à cette époque-là. Hein. Je rappelle que le Hobbit est publié en 1937. Merci Requar Grider pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. Donc il savait en fait que ses lecteurs allaient devoir quitter leur monde, entre guillemets banal et confortable, pour investir un monde d'imagination où il y a de la magie et des merveilles inattendues. Et en fait Tolkien, c'est ce qu'il fait. Il nous fait un modèle de ce processus. On commence par un monde sûr et prévisible, dans le premier chapitre, et puis on se retrouve dans un monde de sorciers, de nains, de dragons, et en fait, on se retrouve à côté de Bilbo, un protagoniste qui a exactement ce même processus que les lecteurs vont pouvoir avoir ça. Donc en fait, on a l'intériorisation en fait, d'une sorte de conflit entre le banal et le merveilleux. Et notre première introduction à ce monde d'aventures magiques, sinistre et dangereux, bah, c'est aussi celle du lecteur. Hein. Celle de Bilbo, en même temps, cette réticence et cette difficulté à s'adapter nous laisse le temps de surmonter notre propre inconfort et nos réserves à nous, lecteurs, qui n'aurions pas, à ce moment-là, l'habitude d'aller dans la fantaisie. C'est potentiellement des jeunes lecteurs qui, eux aussi, sont confrontés à ces récits imaginaires pour une des premières fois. Bref, Bilbo Bessac, c'est une référence idéale pour les lecteurs parce qu'il explore et incarne cette frontière délicate entre le prévisible et l'inattendu. Et en plus, Tolkien, il est confronté à un défi supplémentaire. C'est que le Hobbit, c'est pour les jeunes lecteurs. Et quand il introduit les lecteurs dans son monde fantastique, Tolkien il fait vraiment preuve d'une sensibilité très spécifique pour les enfants. La première rencontre du lecteur avec Gandalf, c'est un bon exemple. Hein. Le premier souvenir de Bilbo par rapport à Gandalf, c'est celui où Gandalf a offert au vieux Took des boutons de manchette en diamant qui se fermaient d'eux-mêmes et qui se défaisaient sur ordre. Donc en fait, c'est une merveille authentique, un tour qui possède non seulement la splendeur et la magie, aussi celle des pierres précieuses et qui remplissent d'émerveillements. C'est un cadeau rare et précieux de Gandalf à son ami. Et puis en fait, c'est une magie légère. C'est presque une magie domestique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est léger. La magie de Gandalf, là, elle n'est pas impressionnante. Elle n'est pas dramatique ou quoi que ce soit. C'est pour des petits boutons de manchette qui s'ouvrent et se défont. Et donc,
C'est réussir ici à mettre en contact le monde de la magie et de la sorcellerie avec le quotidien des enfants et qui les invite finalement à imaginer combien il serait merveilleux d'avoir des vêtements, des fermetures éclairs qui se font toutes seules ou des lacets qui sont tout seuls, quoi. D'un simple mot, ça serait tellement bien. Et finalement, ça, c'est un point, cette expérience, c'est un point de départ pour l'imagination des lecteurs, des enfants notamment. Les feux d'artifice magiques et tout à fait remarquables de Gandalf, qui ont vraiment marqué Bilbo dans sa jeunesse, donnent aussi aux enfants, après, un aperçu des possibilités d'émerveillement qui s'offrent à eux dans un monde étonnant. Parce que oui, Gandalf, il fait des superbes feux d'artifice, mais les enfants aussi peuvent voir des feux d'artifice. Donc en fait, ils ont même dans leur monde de la magie qu'ils peuvent voir. Donc en fait, il y a de la magie reliée à des choses plutôt domestiques et quotidiennes. Et là, ça, c'est pour l'aspect de la magie. Mais par rapport au truc un petit peu plus dramatique, le ton plus sérieux, c'est aussi fait avec une sensibilité par rapport aux enfants. Lorsque Thorin va commencer à parler de son ancien royaume et les splendeurs, et puis voilà, dans le récit en prose qui permet à Bilbo de vraiment bien comprendre l'avènement de Smaug, il mentionne l'or et les joyaux des nains, mais il mentionne surtout que l'artisanat nain a les jouets les plus merveilleux et les plus magiques, dont on ne trouve plus l'équivalent dans le monde de nos jours. Donc en fait, il parle aussi du marché aux jouets de Dale, qui était une des merveilles du Nord. Et Thorin continue en disant « C'est sans aucun doute ce qui a amené le dragon ». En fait, Tolkien semble presque suggérer que la cupidité de Smaug et l'attaque finalement viendraient de jouets merveilleux. Et donc ça rentre totalement dans l'imaginaire et l'imagination et l'expérience d'un enfant. Il parvient aussi à toucher la soif de trésor des dragons avec juste un soupçon de frivolité qui sert aussi à atténuer la terreur pour un jeune public. En réalité, on le sait, l'histoire que Tolkien s'apprête à raconter dans Le Hobbit, elle est méga grave. Quand même, elle est quasi macabre à certains moments. Thorin et ses compagnons, ils sont en exil, ils ont été chassés, ils ont erré sans abri, sans ressources dans la nature, ils ont dû travailler pour essayer de s'en sortir, bref. Ils sont sur les portes de se lancer dans une quête désespérée pour se venger d'un dragon monstrueux qui a massacré tout un peuple et détruit leur foyer. Et pourtant, ce premier chapitre, il y a un ton léger. Et alors que la maison de Bilbo, elle est envahie par les nains et que la vie est bouleversée, Tolkien y prend soin de maintenir une sorte d'ambiance légère, remarquant que ce mercredi, par exemple, fut le plus embarrassant dont Bilbo se souvienne. Même le massacre des nains de la montagne solitaire est tourné un peu à la légère lorsque Gandalf fait la remarque que Smaug serait bien trop gros pour passer par les 3 passages secrets, après avoir dévoré tant d'hommes de Dale et de nains. C'est des remarques qui sont là pour essayer de rassurer d'une certaine façon. Le plus remarquable surtout, c'est la façon dont Tolkien atténue la tragédie de la disparition et de la mort, dans des circonstances mystérieuses et horribles, notamment du père de Thorin, en faisant débuter le récit par Gandalf de manière un petit peu fantaisiste, en disant qu'il est parti le 21 avril, il y a 100 ans, jeudi dernier. Et en fait, c'est des sujets solennels qui peuvent être effrayants, mais il s'efforce par des tournures, si vous voulez, comiques, d'empêcher le récit de devenir effrayant pour les enfants. Et ça, c'est l'attitude révélatrice de Tolkien envers les enfants et les contes pour enfants en général. Il est sensible à leur peur et ne souhaite pas terrifier son jeune public, mais de l'autre, il ne souhaite
pas complètement les protéger des choses graves, voire même macabres. Et ça fait écho à ceux qui l'ont lu, à son essai du conte de fées. Si vous avez lu du conte de fées de Tolkien, vous savez que Tolkien, à l'intérieur, répond à quoi sert un conte de fées, etc. Et sa manière à lui de voir le conte de fées et la fantaisie. Et pour Tolkien, il soutient en tout cas le fait que les contes pour enfants ne devraient pas être juste idylliques, débarrassés de tout ce qui est sombre et effrayant. Il insiste sur la valeur éducative des bonnes histoires qui traitent de sujets extrêmement sérieux. Du bien, du mal, reconnaissant qu'il existe des choses horribles et effrayantes dans le monde. Les enfants sont faits pour grandir et non pour devenir des Peter Pan. Non pas pour perdre leur innocence et leur émerveillement, mais pour poursuivre le voyage qui leur est assigné. Il soutient donc qu'à une jeunesse inexpérimentée, maladroite et égoïste, le péril, le chagrin et l'ombre de la mort peuvent conférer dignité et parfois même sagesse. Donc on est à la fin du Hobbit, on va bien sûr voir que le ton et l'ambiance ont évolué par rapport au ton assez comique et léger. À mesure que Bilbo va poursuivre sa quête et acquiert sagesse et expérience, l'histoire elle-même, elle gagne en maturité. C'est pour ça aussi que moi, je dis toujours que le Hobbit n'est pas juste un livre pour enfants, c'est vraiment... Il y a vraiment un spectre de lecture incroyable. Mais ce premier chapitre, c'est comment Tolkien a vraiment essayé de préparer de manière très délicate son jeune public à un voyage. Et s'il est déterminé à aller jusqu'au bout comme Bilbo, il découvrira qu'il a lui aussi progressivement changé et grandi au fil de son aventure. Voilà. Et voilà. J'ai terminé. J'enlève les lunettes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Une petite heure pour vous analyser le premier chapitre de Bilbo le Hobbit. J'espère que Gandalf va essayer de le limiter. C'est une intervention. Ah. Merci. Merci. Je dois vous avouer que je me suis vraiment beaucoup basée sur l'analyse de Corey Olsen. Donc voilà. Donc je suis... à partir de quel âge? Ça dépend de l'enfant, mais je dirais peut-être 8-9 ans. Oh, merci. Oh, je suis contente. Si ça vous plaît, je suis contente. Parce que c'est... Fofo, des bisous de nous tous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous à mes piliers de barre. Ah, le Tolkien Professeur, j'adore. Ben voilà, je me suis principalement basée sur ses commentaires. Donc voilà, c'est... Je l'adore aussi. Je l'adore. Merci. Merci, merci. Je suis contente si ça vous plaît. La suite, chapitre 2, Rôti de mouton, qui aura lieu mercredi. Voilà, ce sera même format. Comme ça, on continuera à analyser les chapitres.